Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accepter chez vous pour le débat du soir. Vous le savez, le Cour constitutionnelle a proclamé il y a quelques instants les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 avril dernier, entérinant ainsi la victoire de M. Romuald Wadagni comme étant président élu pour le septennat. L'étape juridique, mesdames et messieurs, est ainsi close, ouvrant la voie à l'investiture qui aura lieu le 24 mai prochain. Ce verdict déclenche surtout un mécanisme majeur de notre loi fondamentale, la trêve politique, selon l'article 5-1 de la Constitution. Dès ce soir, le pays entre dans une période où la campagne permanente est proscrite au profit d'une opposition de proposition, une dynamique que l'image de ce Conseil des ministres animé par le chef de l'État, Patrice Talon, et le président élu pourra inspirer. La Cour constitutionnelle qui entérine l'élection de Wadagni, l'après Talon définitivement acté, c'est notre thème de ce soir. Et le débat réunit trois invités que je vous présente. Monsieur Herman Aniambossou, il est chroniqueur politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Angèle, bonsoir aux amis téléspectateurs de E-Télé. Monsieur Gustave Sonnon, ancien ministre, vous êtes également membre du Parti Bloc républicain. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et enfin, monsieur Augustin Soudjino, vous êtes un acteur politique également, membre du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir les téléspectateurs de E-Télé. Et je commence par cette extrémité, donc précisément vous, monsieur Soudjino. Alors avec les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, on peut dire que la page électorale est désormais scellée pour évidemment le compte de ces élections générales. Pour la présidentielle, la Cour vient de trancher, aucune contestation de la régularité du scrutin n'ayant été soulevée. Peut-on dire ce soir, M. Soudjino, que le processus électoral a tenu ses promesses? Eh bien, c'est le Bénin qui gagne, hein. C'est l'aboutissement d'un processus électoral qui a commencé. Le Bénin a osé. Le Bénin a osé aller aux élections générales et au grand bonheur du peuple béninois. Je crois qu'avec la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2026 qui consacre la victoire du candidat de la mouvance, le duo candidat Romuald Wadagni et Talata, est réellement l'aboutissement et c'est au grand bonheur du peuple béninois qui doit maintenant se dire ça y est, nous tournons dos aux élections et on se met maintenant en responsabilité en face de ce que nous devons faire pour continuer à booster notre économie, pour continuer à se donner de l'espoir et oser rêver d'un pays, d'un Bénin de splendeur, oser rêver que demain, on pourra être chez nous mieux, plus qu'avant. Et quand on regarde un peu tout le processus, est-ce qu'on peut s'en enorgueillir? Peut-on dire que tout est bien qui finit bien, M. Augustin Soudjino? Sans fausse modestie, nous devons nous décerner un satisfecit à la hauteur de ce que nous avons osé. Il y avait eu des craintes, mais à la fin, nous nous apercevons que toutes les élections prévues au titre de l'année électorale ont eu lieu à bonne date, dans les conditions prévues par les tests qui régissent les élections dans notre pays. Donc, il y avait plus de peur que de mal. Le Bénin s'en sort gagnant. C'est à l'actif de l'ensemble du peuple béninois. Monsieur le ministre, avec votre expérience à vous, quel regard jetez-vous, comment jugez-vous la sérénité de ce processus par rapport évidemment au cycle précédent que vous avez vécu, connu? Je peux parler du scrutin jusqu'à la proclamation définitive de ces résultats de la présidentielle du 12 avril dernier. Il faut dire que c'est une satisfaction, en ce sens que au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis nous avons éprouvé les différentes lois. Je vais parler de la loi fondamentale du Code qui ont été révisées.
Et pour organiser les élections générales, le plus important pour nous, c'est que tout s'est terminé dans la paix, dans une certaine convivialité. Et aujourd'hui, on peut être très fiers que nous avons conjugué ou passé le spectre du troisième mandat qui fait frelotter tout le monde. Et on peut être cité aujourd'hui maintenant en exemple. C'est à l'actif de tout le monde, électeurs, acteurs politiques, institutions en charge d'organisation des élections. Non, je dirais que c'est à l'actif de tout le monde, mais je décerne quand même un satisfait au président de la République sortant, le président Talon, en ce sens qu'il ouvre une nouvelle voie pour nous aujourd'hui. Et cette nouvelle voie, c'est désormais nous allons observer une sorte de transition entre deux mandatures présidentielles. Ce n'était pas en Afrique ces choses rares. On a toujours craint des élections agitées et ça a toujours été agité un peu partout. Et nous avons été vraiment très fiers que malgré tout ce qu'on pouvait suspecter pour l'organisation de ces élections, nous avons quand même trouvé que la Sénat a été à la hauteur. C'est vrai qu'il y a eu des couacs le 11 janvier 2026, mais la Sénat a tiré suffisamment le son de ces couacs pour s'améliorer vraiment pour le 12 avril. C'est que même déjà, je trouve qu'il faut suffisamment de formation citoyenne en ce qui concerne ceux qui sont appelés à accompagner la Sénat. Je vais parler les agents électoraux, les coordonnateurs assistants, les agents de bureau de vote, pour que ce sont ceux-là qui font que nous, on note beaucoup de couacs sur le terrain. En ce sens que même depuis le 11 janvier, les coordonnateurs d'arrondissement étaient en mesure, même avant de quitter leur poste, de transférer déjà les résultats, les deux résultats, avant de descendre même à Cotonou à la Sénat. Ça veut dire que la sérénité avec laquelle on a vu la programmation des résultats pour les présidentielles, on pouvait observer pratiquement les mêmes sérénités pour les législatives et les communales. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on les a eues de façon, en tout cas à des dates différentes, à deux dates différentes. Bon, ce n'était pas très bien et avec tout ce qui s'est suivi au niveau de la Cour suprême, ce n'était pas vraiment bien, mais je crois que la Sénat a tiré le son et pour ces élections présidentielles, on lui décerne quand même un satisfait aussi au peuple béninois. C'est pourquoi nous disons qu'avec ça maintenant, on peut tirer vraiment beaucoup de leçons. Le spectre du troisième mandat est conjugué au passé. Désormais, nous allons observer une période de transition où nous allons voir évoluer ensemble un président en exercice avec le président élu. En tout cas pour un mois. Bon, ce qu'on observe par exemple dans les... Vous savez, aux États-Unis, on organise les élections le 4 novembre et puis on organise l'investiture le 20 janvier. Et c'était quand même beau. Et avant le 20 janvier, on entendait que le nouveau président prenait même déjà des décrets pour pouvoir commencer par positionner. Et c'est rare en Afrique. Et c'est une bonne chose. Voilà, donc nous en donnons le temps peut-être. Comme d'habitude, comme en 1990, nous avons ouvert la balle des conférences nationales et on nous a copié, d'autres ont mal copié parce que la copie n'est jamais conforme, même si on certifie. Le spectre du 13e mandat a définitivement écarté, évidemment, on le disait bien avant l'issue de ce scrutin. Vous avez évoqué les couacs, on pourrait revenir là-dessus si le temps nous le permettait. Emma Nania, bien sûr, on a vu un processus fluide, on peut le dire, malgré évidemment les remous après l'invalidation, par exemple, du dossier du duo candidat du parti Les Démocrates et également les seuils fixés par le code électoral.
à l'heure actuelle où nous parlons des résultats définitifs de l'élection présidentielle, est-ce qu'on peut dire que l'issue est la preuve que le cadre légal a fini par s'imposer à tous? Oui, mais il fallait effectivement que le cadre légal s'impose à tous, parce que l'obéissance aux lois concerne presque ça qui est liberté. Et donc, les partis politiques ont joué de tout leur poids pour qu'on arrive aujourd'hui à cette issue-là. La Cour constitutionnelle qui a publié les résultats définitifs ce jour et qui dit qu'il n'y a pas eu de contestation et donc qui entérine l'élection du duo Wadayi-Talata. À partir de cet instant, vous avez évoqué tantôt en introduisant l'émission que la trêve démarre déjà en tenant compte des tests des dispositions de l'article 5.1 de la Constitution révisée. Et donc oui, l'issue de ce scrutin nous donne beaucoup de leçons. Monsieur Gustave Sonneau a évoqué tantôt les couacs relevés le 11 janvier qui ont permis sans doute à la Sénat de revoir sa copie et de nous offrir une très belle copie le 12 avril passé. Vu qu'on a eu aussi des bureaux de vote qui ont ouvert un peu plus tôt que prévu. On a déploré les retards en janvier, mais bon, oui, c'est vrai, satisfaction totale de la part des populations qui effectivement sont sorties massivement et qui nous ont montré que d'une élection à une autre... Ça, c'était pas du fait de la Sénat. C'était un peu les agents électoraux sur le terrain, etc. Donc, je rejoins ce que M. Gustave Sonneau a dit en demandant que les agents électoraux qui accompagnent la Sénat puissent être bien formés. Mais en même temps, ces élections doivent conduire les partis politiques aussi à aller vers une petite réunion en leur sein pour analyser les différents contours de l'élection et savoir quelles ont été les partitions jouées par les uns et les autres afin que nous atteignions ces résultats. Ne pas le faire, c'est rester tranquille encore 6 ans, 7 ans et après être surpris encore alors que nous avons des élections générales encore d'ici 7 ans. Voilà. Exactement. Alors, de tout ce processus, quel point positif, M. Niambossou, vous notez dans ce que nous avons vécu, on va dire, rien que pour les scrutins tenus janvier et avril? Point positif, nous avons fait des élections générales, d'accord. Point positif également, nous avons pour l'élection présidentielle, le premier tour a envahi ou a phagocyté le second tour. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 mois de l'investiture du président et on sait déjà à peu près qui est là et tout se passera très bien certainement pour cette investiture. Point positif également, c'est que les partis politiques ont su jouer leur partition, d'autres se sont murés dans une autosatisfaction qui, ma foi, a montré ses résultats. Nous sommes sur le terrain politique, sur le champ politique. Rien ne se fait par hasard. Si vous êtes un flemmard, les populations savent vous donner le change. Quand vous êtes assez besogneux sur le terrain, ça se voit également. Donc oui, l'un mis dans l'autre, c'est pourquoi j'ai appelé les partis politiques à une sorte de révision générale pour savoir quelles ont été les partitions jouées par les uns et les autres. Sinon, ne pas le faire, c'est pas une bonne chose. Point positif également, on peut dire oui, la Sénat finit, la Sénat plie bagage désormais parce que son mandat est échu, parce que nous avons encore 7 ans devant nous pour faire les élections. La Sénat serait restée là, qu'on serait là à budgétiser le fonctionnement de la Sénat, alors que d'ici 7 ans, nous n'avons plus d'élections en vue. Le point positif également, c'est de savoir que oui, chaque acteur sait désormais à quoi tient un peu son leadership sur le terrain, comment ça se fait et tout, que ce soit UP le Renouveau, que ce soit Bloc républicain, que ce soit les partis d'opposition, tous savent désormais comment le pays est quadrillé. Voilà. Avec cette confirmation de l'élection de M. Romuald Wadayi, on dit c'est une nouvelle ère qui commence et qui va officiellement démarrer dès la prise de fonction, c'est-à-dire l'investiture. Alors, il faudra qu'on apprenne de notre expérience pour peut-être parfaire 2033. Comme je le disais, je vais vous demander de faire le même exercice, M. Sonneau. Point positif de tout ce processus qui a démarré depuis les tests électoraux. Bon, j'achète presque tout ce que... M. Niambossou disait. Oui, ce que je vais simplement compléter, c'est que ça appelle une nouvelle conscience aux acteurs politiques. Parce qu'il y a une filière qui est en train de disparaître. C'est les intermédiaires politiques. Parce que vous faites, ce sont eux qui polluent généralement la vie politique. C'est que vous appelez intermédiaire politique, pour être sûr d'être au même niveau de compréhension. Non, si je dis intermédiaire, vous comprenez que dès qu'il y a les élections, vous savez très bien que, si je prends l'exemple de 2016, les présidentielles de 2016, nous avons enregistré 32 ou 33 candidatures, si ma mémoire est très bonne. Pour 2016, il y avait 48 candidats. Vous comprenez? Et en échange, c'est qu'il y en a qui savent très bien qu'à l'arrivée, ils n'ont même pas obtenu
peut-être 1%. Donc, ils savent très bien qu'ils vont certainement, en allant au second tour, échanger les voix et obtenir des pauses. C'est de ça que je parle. Mais ça, c'est même déjà au niveau, mais c'est qu'au niveau de la base également, au niveau dans chaque village. Vous savez, au niveau des villages, les gens savent s'organiser, hein, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont suffisamment exigeants dans les villages par rapport aux dernières activités que communément nous appelons, que personne n'arrive à définir concrètement. Les porte-à-porte, les porte-à-porte, on dira que les campagnes sont clôturées de façon officielle le vendredi à 23h59. Mais il paraît que la vraie campagne commence dans la nuit. Voilà, et même jusqu'au dimanche matin. Vous comprenez que tout ça, ça va disparaître. Parce que même le jour des élections, le 12 avril, après avoir voté, j'ai changé avec les jeunes. Et ils m'ont dit, mais ce que vous avez amené maintenant là, ça fait 6 ans, 7 ans. Hein. Je dis, mais oui, c'est maintenant que vous allez réfléchir à une reconversion à d'autres activités et se dire pendant les 6 ans, les 7 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il faut attendre. Parce que nous vivons sur le terrain, hein, quand je parle des dernières activités porte à porte, dans le même village, vous savez qu'au niveau du village, on connaît qui fait quoi que ce soit. Les gens s'organisent de manière les mêmes, hein, les mêmes reçoivent tous les partis politiques, ils s'organisent correctement. Et pour recevoir un parti politique, vous ne verrez pas celui qui est président, celui qui se programme président. Quand c'est le parti B qui arrive, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est le même groupe. Et le soir du samedi, ils se réunissent là, ils vont définir comment il faut faire. Bon, eux-mêmes savent qui peut gagner et décider. C'est pourquoi ça devient un peu combat. Et vous allez voir que c'est pourquoi pour les élections de proximité communale et législative, c'est souvent tendu entre nous. C'est cet ensemble-là qui va disparaître un peu. Parce qu'il y en a qui disent qu'après l'organisation d'une élection, ils doivent avoir des ressources pour pouvoir matérialiser quelque chose. C'est cet ensemble-là que j'appelais intermédiaire politique. Et c'est du bas jusqu'au là. D'autres leçons, je l'ai déjà dit. C'est beau quand on observe ailleurs. C'est vrai que pour ces présidentielles, ces deux candidatures, deux duos, donc il ne peut y avoir qu'un seul tour. Parce que M. Niamboso a dit que le premier tour a absorbé le second. Le second, oui. Avec deux duos. D'autres disaient que c'était le second qui se jouait au premier. Non, avec deux duos, il n'y a rien à faire. Quelle que soit la taille des deux duos, c'est un seul tour. Parce qu'il y aura forcément juste un gagnant. On ne peut jamais avoir 50%, 50%. Ce n'est pas possible. Il y aura au moins une différence de voix. En plus de tout ça, comme je l'ai dit, la Sénat a eu désormais une plateforme, hein, déjà même pour postuler. C'est de façon électronique. Et pour envoyer les résultats, c'est aussi de façon électronique. C'est vrai qu'il faut maintenant... Ce qui reste aussi, c'est au niveau des partis politiques. Parce que si nous parlons de couac, la responsabilité est imputable aux acteurs politiques, aux partis politiques, parce qu'il est dit dans le code que les partis politiques ou bien les candidats doivent par eux-mêmes ou par des représentants dûment désignés contrôler l'organisation des élections et surtout le jour du scrutin. Mais qu'est-ce qu'on observe? Bon, les gens que nous désignons, est-ce que c'est manque de militantisme, manque de formation? Vous avez souligné tout à l'heure que la Sénat a tellement tiré bonne leçon de ce qui s'est passé le 11 janvier qu'il a bien organisé au point où les gens ont ouvert même avant 7 heures. Ceux qui ont ouvert avant 7 heures, parfois c'est l'ignorance. Moi j'ai vécu où on a constaté que le président de vote a ouvert et a mis sur le PV 6h45 quelque part. Mais quand les observateurs l'ont interrogé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais
Lui, il est allé chercher le matériel au niveau de l'arrondissement déjà à 6 h. À 6h30, il était déjà sur les lieux. Sur les lieux, il y avait déjà du monde et il y en a qui le menaçaient pour dire qu'eux doivent voter, partir, vaquer à autre chose. Donc, de façon naïve, il a démarré. Si c'était prémédité, je crois qu'en démarrant même à 6h45, il pouvait écrire que c'est 7h45. Mais il a bien écrit qu'il a démarré à 6h45. Comme la Cour l'a dit, ces irrégularités ont été constatées, mais ce n'était pas de nature donc, à entacher la validité du scrutin. On peut dire donc que tout est bien qui finit bien, un peu comme l'expliquait tout à l'heure M. Soudjinou. Et M. Soudjinou, justement, la proclamation des résultats définitifs ce soir active eh bien, la trêve politique qui commence donc dès à présent. Concrètement, comment vos formations politiques comptent-elles faire vivre cette disposition pendant les 6 prochaines années? Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir à quelques points positifs qu'on peut noter dans ce processus qui vient d'être bouclé. C'est-à-dire la réforme du système partisan a contribué de façon qualitative aux résultats que nous avons obtenus. Dans un contexte où l'opposition au président Patrice Talon disait à qui veut l'entendre que la réforme du système partisan est un échec, que ça a échoué. Nous avons vu à l'arrivée que c'est un système qui a permis d'avoir un apaisement politique et qui, en plus de tout ce que mes co-débatteurs ont souligné dans ces points positifs-là, permet à notre pays d'évoluer dans un climat apaisé et donc naturellement repositionne notre pays afin que les investisseurs étrangers s'intéressent davantage à notre pays. Donc tout ça concourt au bien-être des Béninois et c'est des points positifs qui sont arrivés pour vraiment nous donner raison. Donner raison aux partis politiques qui ont soutenu l'action du président Patrice Talon, qui ont fait des débats, je peux vous assurer, sur peut-être ce même plateau houleux, pour croire à tout le bonheur que nous pouvons tirer de cela. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire nous donne raison. Quant à la trêve politique, la trêve, je le schématise comme un pacte. Un pacte qui demande aux uns et aux autres de baisser les armes politiques pour penser au développement. 6 ans, et la dernière année, avant l'élection présidentielle, avant les élections générales, là, on peut reprendre les armes politiques et naturellement aller à la conquête des suffrages des Béninoises et des Béninois. Comment vous comptez faire vivre cela aux citoyens qui ont pendant longtemps joui, si je peux m'autoriser l'expression, de la chamaille politique, ce que vous savez là? Je crois que si vous avez bien suivi M. Sonon, il vous a dit il y a une filière qui va disparaître. Et que cela va amener les acteurs de cette filière à se reconvertir. Parce qu'ils doivent se dire, ben, il n'y a pas de chantage politique à faire, il n'y a pas d'intermédiaire politique à être pendant 6 ans. Et puisqu'ils vivaient de cela auparavant, il faut quand même vivre. Et pour vivre, il faut très tôt commencer déjà par se poser la question de savoir à quelle activité se donner pour pouvoir tirer de ces activités-là les ressources nécessaires pour nourrir sa famille et pour soi-même se faire plaisir. Le Bénin a changé. Le respect de la chose publique. Vous savez, même en point positif, j'ai vu aussi une responsabilité financière. Et, lorsque nous nous préparions à aborder les phases de préparation d'élection, il arrivait souvent qu'on entend il n'y a pas les moyens pour le faire. Et il faut qu'il y ait des marches par ici, par là. Mieux, il y a même des institutions étrangères qui venaient en aide pour qu'on le fasse. Question de souveraineté, quand même, pour choisir nos responsables. Aujourd'hui, le sérieux, l'assainissement des finances publiques a permis à ce que les choses se passent normalement
sans vraiment d'acrobatie. En tout cas, bravo au peuple béninois. Bravo au président Patrice Talon. Monsieur Agnambassou, on revient sur la question de la trêve. N'est-ce pas un défi de passer de cette confrontation permanente à la critique constructive qu'impose aujourd'hui cette disposition de notre loi fondamentale? Je pense que la question de la trêve, pour mieux la comprendre, il faut voir à peu près les éléments qui ont abouti à cette trêve-là. Patrice Talon, en évoquant la question de la trêve, a parlé de trêve à la chamaillerie politique. Donc faire en sorte que les acteurs politiques de l'opposition surtout ne soient plus dans les mêmes dispositions pour pouvoir critiquer, au point où le président en exercice se retrouve à gérer ces susceptibilités-là. Oui, on peut quand même, à la décharge de Patrice Talon, lui dire, mais au fond, il a pu gérer le pays pendant 10 ans avec l'opposition en l'état, sans la trêve, en mettant le pays à ce niveau de développement. Ça veut dire quand même que, quoi qu'on dise, la trêve politique ne l'a pas empêché, comme le disent c'est souvent écrit sur les émissions. Oui, on a vu la chaîne pratiquement en ébullition. On en a connu, mais ça n'a pas empêché Patrice Talon d'avancer et de mettre le pays à ce niveau de développement tel que c'est aujourd'hui. Donc, si la trêve politique est voulue par les acteurs politiques aujourd'hui pour faire en sorte qu'on ne soit plus en train de critiquer pour critiquer, mais faire des critiques constructives, je pense que ce n'est pas si mauvais que ça. À l'application, on verra à peu près ce qui va marcher et après, on pourra peut-être corriger. Justement, est-ce que ça ne devient pas un défi pour cette opposition qui doit aujourd'hui penser plus développement qu'à une compétition permanente? Parce que c'est intéressant d'être en compétition de façon permanente. C'est ça qu'on a essayé d'encadrer justement. Non, si vraiment les réformes peuvent permettre de construire quelque chose qui est inspiré de nos habitudes et autres là et qui nous permet de nous orienter vers le développement. Moi, je tire simplement chapeau au président de la République, Patrice Talon. Et on l'a déjà dit, hein, je voudrais quand même vous amener à nous aider à faire un exercice parce que jusqu'à arriver ici, là, je ne me suis pas approprié mes mots de l'article qui précise véritablement. Je le dis parce que un ami journaliste m'a appelé hier et il m'a demandé la trêve politique, c'est dans quel document? Ah d'accord, donc vous voulez qu'on vous lise les dispositions de la trêve? Pour tout le monde, parce que je sais qu'on l'a fait un peu avant. Bon, d'accord, c'est dans la loi numéro 2025-20 du 17 décembre 2025, modifiant et complétant la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019. C'est important de préciser évidemment ces éléments. Alors, l'article 5-1 précisément, vous voulez que je vous le lise, je vous le lis, qui dit ceci: dans l'intervalle séparant 2 années électorales jusqu'à 12 mois avant l'année électorale, les partis politiques d'opposition sont tenus dans la critique de l'action publique de proposer des alternatives ou des solutions constructive. Un pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l'égide du Sénat afin d'établir un cadre de collaboration avec l'opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. Et à cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l'élection du président de la République jusqu'à 12 mois avant l'année électorale suivante. Fin de citation. Merci beaucoup. Voilà. Donc, là, c'est clair. Non, c'est très clair. S'il a mis à l'écoute, maintenant, il sait à peu près ce que c'est. Oui, bon, en même temps, je lui avais dit que c'était dans la nouvelle révision de la Constitution. Bon, vous comprenez que la trêve politique ne signifie pas qu'il n'y a pas compétition, qu'il n'y a pas échange politique, qu'il n'y a pas discussion. Parce qu'on entend, c'est comme si trêve politique, on ne parle plus. C'est là que je demandais à M. Sojeni tout à l'heure, comment vos formations politiques, vous êtes du côté de la mouvance, mais comment faire vivre, parce que ça concerne, on parle de l'animation à proposition, et il faut également prendre en compte ce que l'opposition propose comme idée constructive justement au développement du pays. N'oubliez pas que la
très politique, il y a quand même l'institutionnalisation du Sénat, qui est là pour réguler la vie politique. Tout changement appelle à une réadaptation. C'est comme vous versez de l'eau chaude dans de l'eau froide. Vous verrez que de part et d'autre, la température sera un peu différente, mais pour finir, ça va se stabiliser et vous aurez une température uniforme, normale, un peu partout, homogène. C'est de la même façon que les partis politiques vont s'adapter et s'habituer. Et comme je l'ai dit, on n'a jamais interdit les critiques, mais on souhaite que ce soit des critiques constructives. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est pourquoi j'ai dit que si nous faisons des réformes de manière à tirer le son de ce que nous vivons. En fait, c'est ce qui nous manque en Afrique, hein, parce que la démocratie, c'est vrai, elle est universelle, mais celle qui a été pratiquement, qu'on a adoptée en 90, était un peu à l'occidental. Mais quand on regarde les grandes démocraties, vous ne verrez d'un pays à un autre la même forme de démocratie. Ça veut dire que vous comparez ce qui se fait en France à ce qui se fait en Belgique, c'est différent. Vous comparez avec ce qui se fait en Angleterre, c'est différent. Aux États-Unis, c'est différent. Ça suppose que chaque pays fait une adaptation et se colle à ses us et coutumes. Mais en Afrique, on a constaté que, bon, on a tout simplement chanté de la démocratie. Il faut laisser libre cours à toutes sortes de chantage. Vous comprenez, à une élection présidentielle, on sait que c'est un seul candidat qui va sortir. On trouve plus de 40 candidats. Et tous sont conscients que c'est un seul, c'est-à-dire une seule personne qui sera élue. Maintenant, avec la traite politique, oui, on va s'adapter. On va s'adapter et tirer les leçons. Moi, je suis très heureux pour une chose. Vous voyez, quand on observe la guerre, Iran, États-Unis, Israël, aujourd'hui, les trois pays peinent à trouver une table de négociation pour s'asseoir pour mettre fin à la guerre, après avoir détruit beaucoup de choses. Je dis, ils peinent à trouver une table pour s'asseoir. C'est pour dire que quand il y a crise, quand il y a problème, pour la résolution, ça finit toujours par... On finit par s'asseoir quelque part pour faire taire tout. Maintenant, si nous, on a eu l'idée géniale. Si je dis nous avons eu l'idée géniale, je veux dire le peuple béninois à travers le président de la République qui a su conduire cette réforme pour que nous organisons des élections générales. On dit bien élections générales. En 3 mois, on a pu organiser les élections communales, législatives et puis présidentielles dans un climat en africain apaisé. C'est-à-dire ces choses rares. Donc, toutes ces gens de réformes et avec les personnalités qui sont appelées à siéger au sein du Sénat, les voir presque tous les jours et échanger. Je crois que j'avais dit à l'époque où la révision était intervenue que c'était une forme intelligente de réaliser le consensus qui nous est très cher à valeur constitutionnelle. Je suis convaincu que si ceux-là, presque tous les jours, ils se voient, ils se côtoient, parce que si ça doit prendre feu, on s'appuie nécessairement. Il y a toujours des groupes qui se rendent derrière ces personnalités. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, on a des trêves et tout le monde pense que bon, c'est fini, et qu'on nous bande la bouche, on ne parle plus. C'est pourquoi j'ai voulu que vous lisiez correctement. C'est qu'on peut bien parler, mais cette fois-ci, ce n'est plus dans l'intention, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelqu'un qui est un intermédiaire politique, en fait. Alors, quand on observe quelque peu le comportement des acteurs politiques, ces derniers mois, Herman Agnaboussou, il y a de craintes. Regardez un peu le dernier communiqué, par exemple, du parti Les Démocrates, géré aujourd'hui par les HD, qui félicite le président, mais qui lui donne des mandats, mais qui est dans une certaine disposition, on peut le dire, d'ouverture. Quand on observe ces éléments, cette brève doit être aujourd'hui une chose
facile à appliquer. Vous savez, nous sommes sur un champ politique où on prend les mêmes puis on recommence. Ceux qui étaient opposants avant-hier sont devenus mouvanciers aujourd'hui. Ceux qui étaient mouvanciers avant-hier sont opposants aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes qui se côtoient. Quand je parle du ministre de Gustave Sonon, ils se connaissaient tous. Hein, ils ont tous travaillé ensemble et tout. Et donc, c'est des gens qui se retrouvent dans des rôles aujourd'hui, dans des rôles différents. Et c'est aussi ça qui fait la grandeur de l'homme, de l'acteur politique béninois. C'est de savoir à un moment donné taire les divergences, c'est de travailler à ce que les Béninois puissent vraiment avoir une trajectoire, pouvoir lire ce que l'acteur politique décide. Vous vous rappelez, à la veille de la présidentielle, le Parti des démocrates, dirigé par Lael Achadé, a même appelé à ce qu'il n'y ait pas un boycott du scrutin, parce que sur la toile, des gens appelaient déjà, donc, à l'issue d'un conseil national, ils ont dit, écoutez, nous ne militons pas pour un boycott. Donc, et on a même vu le président d'ailleurs qui allait voter. Et en même temps, donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est les acteurs politiques qui ont quand même compris que, avec le changement de régime, avec le changement oui, j'appelle ça changement de régime parce que, quoi qu'on dise, avec la nouvelle ère qui va s'ouvrir, qu'ils espèrent peut-être que la donne puisse changer et que certaines de leurs revendications puissent voir le jour. Et c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Ils ont pris acte de l'élection du duo Warren Tarata en même temps qu'ils ont formulé des recommandations. Ces recommandations sont prises en compte. Je pense que c'est pour le bonheur du Bénin. L'attrait politique, oui, tel que c'est expliqué ou tel que c'est compris de nous tous, c'est que désormais les acteurs politiques ne doivent plus être dans une sorte de compétition en permanence. Mais je dois l'avouer, on n'a pas eu ça sous Patrice Talon. Le Bénin s'est développé. On aurait peut-être pu laisser le pays évoluer comme ça. Déjà qu'on a un Sénat qui est là et qui désormais organise les choses, essaye d'apaiser un peu les choses. Et même quand vous vous rendez coupable de certaines fautes, le Sénat est là pour dire attention, je suis le gendarme, je vous arrête. On aurait pu, ma foi, laisser le pays fonctionner avec ce Sénat-là qui va voir le jour très prochainement. L'objectif de tout ceci, chers invités, c'est de pouvoir travailler ensemble pour la République. Et l'image du 22 avril, avec la co-animation du Conseil des ministres est historique et donne peut-être le temps. Monsieur Sodjino, pour vous, est-ce le signal que Romuald Wadayi prend déjà les rênes pour assurer une continuité sans faille? Alors, je ne voudrais pas dire que c'est Romuald Wadayi qui est en train de prendre les rênes, mais je voudrais dire que c'est Patrice Talon qui est en train d'amorcer l'atterrissage en tendant la main à la relève. À cette relève que lui-même, il a soutenue. En bon père de famille, le chef de l'État, oui, qui est en train de sortir par la grande porte, prouve aux Béninois et aux Béninoises que ce que nous avions pensé impossible est bien possible. Où la transmission du pouvoir peut se faire dans une ambiance apaisée, conviviale. Je ne vais trahir aucun secret pour dire sur ce plateau dans quelle atmosphère les transmissions de pouvoir se passaient, les passations de pouvoir se passaient, dans un climat de crainte l'un de l'autre, où chacun restait sur son qui-vive. On a suivi dans ce pays. Alors aujourd'hui, nous vivons autre chose qui vraiment fait plaisir et fait chaud au cœur. Vivement que cela continue et que le président élu, Wadayi, qui aujourd'hui se trouve déjà à l'exercice en coprésident un conseil des ministres, avant même sa prise de fonction, c'est une manière de déjà commencer par s'essayer à la chose. L'équipe qui est derrière le président Wadayi, je crois qu'après la proclamation définitive des résultats, ce soir, va commencer par prendre langue avec l'administration du président Patrice Talon, pour qu'ensemble, on puisse voir comment donner du sang neuf à l'équipe exécutive, comment replacer les cartes pour que le Bénin soit toujours ce Bénin qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de moderniser son administration, qui a envie de donner un coup d'accélérateur, d'accord, à son économie et faire vraiment avancer les choses. Romuald Wadayi fait une immersion pour faire un mois, le temps de diriger lui-même. Pas étranger au Conseil des ministres, immersion mais présider sous le règne du président Patrice Talon. Vous savez, dans le bon vieux temps, le chef de l'État peut être absent du territoire national et on tient les conseils de ministres.
Donc, naturellement, on désigne un ministre qui va présider. Bien sûr. Voilà. Alors, sous le règne du président Patrice Talon, c'est lui-même en personne qui préside les conseils des ministres. Exact. Aujourd'hui, vu la qualité, la personnalité, l'autorité de ce président élu, il a co-présidé le Conseil des ministres avec le président Patrice Talon. C'est à saluer, mais c'est en même temps un appel à responsabilité. Le président Patrice Talon est en train d'appeler son successeur à la responsabilité, hein, à le faire toucher du doigt les charges qui seront désormais voilà, les siennes. Et il faut nécessairement qu'il maintienne le cap et qu'il donne du sien à ce que nous puissions aller encore plus haut pour le bonheur du peuple béninois. Monsieur le ministre, vous qui avez connu ces moments, puisque vous avez été ministre, techniquement, comment s'organise une telle transition au sommet de l'État pour que le président élu soit opérationnel dès le premier jour? En tous les cas, l'État est une continuité. Hein. L'État est une continuité. C'est vrai que cette fois-ci, le président élu appartient au gouvernement du président Talon. Et dans la hiérarchie, je crois, il est un ministre d'État. Il fait partie des 3 ministres d'État qui composent le gouvernement. Ça veut dire que juste après le président de la République, ce sont les ministres d'État qui suivent. Ça veut dire que déjà dans la hiérarchie depuis un moment, c'est quelqu'un qui n'était pas trop loin du fauteuil présidentiel. Maintenant, comment s'organise? Je crois que progressivement, le président Talon, à travers ces différentes réformes, est en train de mettre en place, de normaliser un peu les choses. De normaliser un peu les choses, même si c'était un duo issu de l'opposition qui avait gagné. C'est vrai, il n'avait pas siégé, co-présidé le Conseil des ministres jusqu'au dernier jour. Mais la transition va s'organiser de façon progressive. C'est pour dire que même par le passé, même lorsque c'était sous tension et autres là, l'équipe gagnante est formée déjà dans le laboratoire de façon progressive. Et vous comprenez que c'est le premier jour après Porto Novo que la chose commence. Oui, on connaît le nouveau gouvernement. C'est pour dire qu'il n'y aura pas grand-chose. C'est vrai, M. Chouzine a dit qu'il y aura du sang neuf. Moi, mon souhait, c'est le dynamisme impliqué par le président Talon, que cela ne change pas. Parce que le président Talon, c'est quelqu'un qui est orienté au résultat. Peu importe, hein, c'est pourquoi il a l'habitude de dire, bon, entre démocrates, bloc républicain, union progressiste, qu'il n'a pas, et il n'a pas menti. Nous sommes en Afrique et il n'a pas menti. Le reste là, c'est une lutte permanente pour le contrôle, c'est-à-dire un parti politique a pour fonction la conquête du pouvoir, et lorsque le parti a pu conquérir le pouvoir, c'est comment conserver le pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'il y a simplement une différence. La preuve, vous allez voir que UPR, nous sommes dans le même village, mais au moment des élections, vous allez nous méconnaître. Mais juste après les élections, nous dormons ensemble, nous cantons dans le même véhicule, et de part et d'autre, vous allez constater que je me suis amusé à chahuter un peu quand nous avons perdu un peu les élections communales. Il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté BR pour l'UP et qui sont allés renforcer de l'autre côté. Ça fait... Donc c'est pour dire, on a dit tout à l'heure que nous sommes les mêmes, mais ce qui est très intéressant pour cette transition, comme je l'ai dit, non seulement les élections sont apaisées, mais deuxième chose, c'est une continuation de l'œuvre entamée par le président Talon, parce que nous avons souvent peur du lendemain après les élections. Bon, je suis convaincu que si vous allez dans les ministères, avant là, si vous avez peut-être, ça c'est les opérateurs économiques qui sont confrontés souvent à ce genre de choses, hein. S'ils ont des affaires, s'ils ont des marchés, ils se posent la question, est-ce que le directeur avec qui j'avais négocié, le ministre avec qui j'avais négocié, sera, voilà, pour que, est-ce qu'on ne va pas tout remettre en cause
et reprendre tout à zéro. Et ça, on l'a vu, par exemple, en 2016, il y a eu beaucoup de remises en cause, mais c'est que cette fois-ci, on est convaincu que ce qui se fait depuis 2016, ce n'était pas, on était sur la bonne piste et qu'on est convaincu que ça va se poursuivre et tout ce qui a été entamé, on est rassuré que l'œuvre va continuer. Au-delà des opérations, des opérateurs économiques, est-ce également un signal aux partenaires internationaux et investisseurs sur la stabilité, évidemment, du pouvoir au Bénin? Cette image que nous renvoyons avec cette co-animation du Conseil. Renvoyer un peu comme en février 1990, parce que le 28 février 1990, ce n'était pas gagné d'avance, tout le monde était convaincu. Et je ne trahis aucun secret. Le général Mathieu Kérékou, il paraît qu'il avait 2 discours dans la poche. Ça veut dire que tout pouvait basculer à tout moment. Mais on a été très heureux quand il a dit nous prenons acte et nous prenons l'engagement de mettre en œuvre de façon résolue les recommandations de la conférence nationale. C'était un tonnerre d'applaudissements. Donc, de la même manière, nous sommes convaincus que ça inspire, déjà ça rassure. Et si vous avez ceux qui ont l'habitude de regarder les bourses et autres là, on a quand même dit que avec l'élection du duo Wadaï, ça a rassuré un peu le marché financier. C'est quelqu'un qui est très connu du marché financier mondial, bien sûr. Ensuite, vous allez voir, bientôt nous allons devenir une école où les gens vont copier. Parce que organiser une élection présidentielle en Afrique, dans les conditions actuelles, de façon apaisée, et voir une transition d'environ 1 mois, pour voir le nouveau président entrer en exercice, bon, ce n'était pas gagné vraiment. Quelle image cela renvoie, M. Aligna-Bessou? Je pense que le Bénin est en train de réécrire l'histoire politique de cette nation-là, de ce pays, parce qu'en 2016, on n'a pas assisté à cette transition-là, on n'a pas assisté à cette transmission de pouvoir en 2016. En 2006 aussi, même chose. Même en 96, c'était la même chose. On se rappelle encore ce qui s'est passé. C'était encore grave. Hein. C'était une mascarade, il y a tripatouillage, c'est une fraude. Et donc, voilà. Et donc, le Bénin aujourd'hui donne l'exemple d'un pays qui sait faire la transmission de pouvoir en douce. C'est vrai que, parce que nous parlons d'un Argentin, de l'Argentin national, le ministre d'État, de l'économie et des finances, qui en charge de la coopération également, qui devient le président élu mais non encore installé, et qui a coprésidé le Conseil des ministres avec le chef d'État en exercice Patrice Talon. Cela voudrait dire que, cela sous-entend 2 petites choses. Ça veut dire que le ministre d'État de chargé de l'économie et des finances n'est plus ministre en ce moment. En temps normal, je pense qu'on devrait assister les prochains jours à sa démission, qu'il quitte ce portefeuille-là. Ensuite, ça permet aux autres quand même de pouvoir prendre le pouls et de savoir se dire attention, désormais, notre collègue, il n'est plus notre collègue, il devient celui qui doit devenir notre patron. Et alors, mais tout dépendra également de comment est-ce qu'il va s'orienter, s'asseoir après son investiture. Est-ce qu'il va investir, est-ce qu'il va finir de faire l'investiture avant d'aller installer le Sénat? Est-ce que l'installation du Sénat se fera avant qu'il n'aille se faire investir? Je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels sans doute ils vont s'entendre. D'accord, donc une transition douce pour justement cette continuité-là que les électeurs ont voulu et ont adopté le 12 avril dernier. Oui, il fallait cette transition douce-là parce que c'est jamais vécu au Bénin. Vous vous rappelez encore 2016, c'était la suspicion totale. On s'est demandé si Patrice Talon pouvait vraiment aller à la présidence de la République, parler de la Marina, prendre cette Bible-là des mains de Boni Yayi. Encore que, et ce qui nous est revenu, c'est que quand ils ont fini de se dire les mots doux et tout, il y a quand même eu des dossiers que Boni Yayi a pu passer à Patrice Talon. Maintenant, l'après Patrice Talon, c'est qu'on n'aura jamais un après Boni Yayi. On n'aura jamais un après Mathieu Kérékou, on n'aura jamais un après Nicéphore Soglo. Vous vous rappelez encore dans ce pays en 96, quand Boni Yayi a pris le pouvoir, c'est bien ça, hein? 2006, quand il a pris le pouvoir, il y en a qui se sont rapidement trouvés communicants ou ceux-ci, qui ont dit qu'ils avaient que dans les caisses de l'État 200 millions de francs CFA. Ça, c'est des choses qu'on a vécues à cette époque-là.
Quand Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016, il y en a qui ont dit oui, que pour la Boostify, on devait le milliard, environ 900 et quelques millions de francs CFA. Ça, là, je pense que tout ça là, est désormais rangé. On a un ministre d'État, un ministre de l'économie et des finances qui prend désormais les rênes, qui était aux commandes pratiquement, qui aujourd'hui prend le pouvoir. Et donc aujourd'hui, je pense que tout va se passer en douce. Il n'y aura plus de dénonciation, il n'y aura plus de manœuvres tendant à dénigrer celui à qui on a succédé. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Bénin. C'est vrai, il est président élu, mais c'est qu'il a 2 casquettes, il n'a pas besoin de démissionner de son poste de ministre d'État en charge des finances avant l'investiture. En 2016, il y a eu bel et bien échange tête à tête, ce n'est pas que les documents, on raconte beaucoup de choses. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre d'État, nous étions 6 avec 2, il y a le Premier ministre et le vice-premier ministre. Nous étions seulement il y avait le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre d'État qui étaient autorisés à assister à la séance de tête à tête. Il y a eu une séance de tête à tête en bonne et due forme. Le président Talon était accompagné également d'une délégation, je crois, composée d'environ 6 personnes également. Et les deux hommes ont bien échangé, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux et autres. Là, c'était comme un coup de poing et autres. Et c'est juste après ça que le cortège s'est emballé vers Porto-Novo. Et il était organisé que tous les ministres devraient rentrer dans un bus pour pouvoir aller à Porto-Novo. Moi, j'avais quelques urgences, je n'ai pas pu me libérer, mais beaucoup sont allés. C'est pour dire que hier, mercredi 22, non, je suis convaincu que c'est une ambiance de convivialité. Et en ce sens que le nouveau président élu, depuis 10 ans, il est en pause. C'est-à-dire, la seule chose qui change actuellement, c'est quoi? Avant, il participait à la prise de décision. Maintenant, c'est lui qui a le dernier mot, qui aura le dernier mot, qui va décider. Oui. Mais avant, bon, il participait à la prise, il donne les orientations, quitte au président de la République Talon de décider, de faire ci. Mais cette fois-ci, il va rentrer dans la peau du décideur. Allez, avec la Cour constitutionnelle qui a tranché en déclarant élu définitivement M. Romuald Wadaini comme étant le président de la République, l'après-Talon est acté et tous les regards sont tournés vers le septennat. Et il y a cette question qui revient, M. Sedjono, ce dossier prioritaire sur lequel vous attendez le président élu déjà au soir du 24 mai. Alors, après la confirmation de la victoire éclatante du candidat Romuald Wadaini, désormais président de la République, à l'instant président élu, ses priorités devraient être rapides, car l'attente du peuple est palpable, c'est touchable. Où nous reconnaissons, et même ça transcende des discours du président Patrice Talon, que nous avons fourni beaucoup d'efforts, que le peuple béninois a fourni beaucoup d'efforts. Donc, les priorités doivent être des priorités rapides. Il faut que le président élu, tel qu'il a présenté son offre politique, puisse déjà, dès à présent, se dire, il reste maintenant la mise en œuvre. La mise en œuvre pour que le panier de la ménagère, le panier citoyen puisse se retrouver renforcé, lutter contre la vie chère, permettre aux Béninoises et aux Béninois de sentir un vent nouveau de bonheur qui doit souffler sur tout le monde. Et puisqu'il est reconnu, d'accord, bon gestionnaire des finances, il faut qu'il donne un autre élan à la maîtrise de la dette et à la maîtrise des dépenses publiques. D'accord. Il faut que des décisions qui doivent être prises permettent à ce que
l'agriculture devient réellement un levier d'industrialisation dans notre pays. Car cela va absorber beaucoup de main-d'œuvre. On parlait tout à l'heure de reconversion. Il faut trouver les secteurs dans lesquels on peut absorber assez de jeunes pour qu'ils puissent travailler. Et c'est pour ça que moi, je salue cette innovation du président Ouadayi, le président élu, qui dit qu'il fera une régionalisation où nous aurons des priorités économiques à développer. Cette politique de régionalisation pour booster notre économie est vraiment à soutenir. Et des solutions qu'il apporte en voulant que les jeunes deviennent beaucoup plus audacieux en allant vers l'innovation technologique et que nous puissions désormais être la solution technologique pour l'Afrique. Urgence sociale, panier citoyen et également la mise en œuvre de son projet de société à travers un programme d'action du gouvernement qui va évidemment projeter. Amana Niembessou, sur la même question, ces dossiers prioritaires sur lesquels vous attendez le président élu? Le président élu, un peu comme ça se passe quand un avion veut décoller, c'est la phase de décollage qui importe. Les premières actions qu'il va poser, on attend de le voir sur le gouvernement qu'il va former, savoir s'il va continuer par faire avec les anciens ou s'il va changer un peu la donne en faisant venir du sang nouveau autour de lui. On l'attend également sur les premières actions, les premières décisions qu'il va prendre. Et il a dit dans son projet de société que la technologie va se développer, que ce n'est pas un rêve, que c'est un plan. Des jeunes, nous, journalistes, nous l'attendons sur le bonheur de la presse, sur ce qu'il va faire pour que la presse puisse trouver ses lettres de noblesse, pour que on puisse vraiment se sentir journaliste. J'ai suivi une émission avec des confrères qui dit, mais si aujourd'hui vous avez un enfant qui dit qu'il veut devenir journaliste, de se mettre à genoux pour lui dire de ne jamais entrer dans la profession. Et donc c'est comment faire pour que le journalisme puisse trouver toute sa grandeur et son esprit d'antan. Oui, en même temps, on voudrait quand même que au plan de la satisfaction ou au plan de la cherté de la vie, qu'on puisse revoir les choses. Il prend le pouvoir dans un contexte de crise internationale avec cette histoire de cherté du carburant. Je pense que c'est comment on fait pour que le Béninois se lève le matin, qu'il s'assure qu'il a ses 3 rations assurées. Je pense que c'est de ça que le Béninois a besoin. Le reste, on pourra apprécier. Ah, évidemment. Monsieur Sonon, c'est à vous. La première chose que je souhaite qu'il fasse là, c'est de traduire son projet de société en programme d'action du gouvernement. Et c'est à partir de là que nous allons voir de façon visible la concrétisation, comment on va s'opérer les différentes annonces qui ont été faites. Il y a eu des annonces phares qui intéressent beaucoup de gens et que je trouve que ce n'est pas démagogique. Quand on prend par exemple la retraite qui sera désormais une chose, la retraite des paysans, désormais, de façon pratique, il a dit qu'il ne s'agit pas que l'État va apporter de ressources nouvelles, mais c'est comment travailler sur le rendement de manière à multiplier le rendement pour que le surplus, l'État puisse organiser de manière à assurer les vieux jours pour cela. Maintenant, si je dis qu'il n'y aura pas... je crois que quand il présentait son projet, il a dit que la beauté du changement, c'est que même maintenant, là, qu'il y a des choses qu'il peut commencer par faire. Parce que... la beauté de la continuité. La beauté de la continuité. C'est dans parce qu'il sait exactement, parce que d'abord, il est l'auteur de la mobilisation des ressources et il fait partie de ceux qui ont digitalisé les différents services, surtout au niveau de son secteur. Vous avez vu vraiment l'avancée. Donc quand je dis qu'il n'y aura pas de nouveau, cela ne veut pas dire qu'il va continuer. Il y a beaucoup de choses, par exemple, que le président Talon a entamées et qu'il n'a pas achevées. Il faudrait que ces choses-là ne s'arrêtent pas. Ce sont les priorités. Et ces chantiers-là, que ces chantiers se poursuivent. Maintenant, le travail qui est en train de faire... Oui, dernièrement, le travail qui est en train de faire, en réalité, vous allez constater que
le gouvernement du président Talon fait beaucoup plus du social, mais ce n'est pas du social qu'on n'observait pas le passé, on en distribuait. C'est créer les conditions. Par exemple, tout à l'heure, quand il disait panier de la ménagère, je dis panier citoyen. C'est parce que ce concept, c'est le Conseil économique social qui a organisé un forum et qui a fait évoluer pour nous dire que si vous avez suivi, par exemple, c'est-à-dire le panier dont tout le monde recherche le bien-être. Maintenant, c'est notre comportement en tant que consommateur qui fait que parfois nous souffrons du fait et on dit qu'il faut améliorer le panier du citoyen. Le panier du citoyen, même en étant au niveau actuel, si nous changeons peut-être de comportement, on peut être encore plus heureux. Je donne un exemple. On n'a plus beaucoup de temps, hein, monsieur Sonon. Pardonnez, vous voyez par exemple, je fais un effort, je construis à Révier, par exemple. Mais je viens tous les jours en service à Cotonou. Regardez rien que carburant là. C'est-à-dire que je suis obligé de me lever tous les matins à 6 heures. Donc le temps, le carburant et autres là, c'est-à-dire ça dépasse le coût de location peut-être d'une maison où je pourrais être à 15 minutes du lieu de Mais vous savez que non, c'est juste chez lui, et également si ce sont les moyens qui lui permettent d'aller s'offrir une parcelle à Révier. Notre comportement impacte notre bonheur. Bien. En fait, c'est ça ce que vous voulez dire. D'accord. Merci à vous de vous être prêté à l'exercice ce soir. Monsieur Gustave Sonon, ancien ministre d'État et membre du Bloc républicain. Monsieur Augustin Sogino, membre du Parti Union progressiste et le renouveau. Et monsieur Ayman Aniaboussou, chroniqueur politique. Avec vous trois, nous avons essayé donc de parler de ces résultats définitifs qui ont été proclamés, faisant de M. Romuald Ouadani le président élu. Nous avons apprécié le processus électoral, abordé la trêve politique que ces résultats, on va dire, mettent définitivement en application. Sans oublier donc cette image à nous renvoyer par le Conseil des ministres de ce mercredi. Vous avez chacun fini par parler de ce dossier sur lequel vous attendez le président élu au soir même de son investiture. J'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres programmes. Celui-ci, nous allons y mettre un thème à présent. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à présent sur nos plateformes numériques. Suivez-nous sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube Etelebena. Téléchargez notre application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Vous pouvez retrouver ce programme en nouvelle diffusion au cours de cette journée du vendredi, bien évidemment, 24 avril 2026. Télé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.